Salut mes petits farfadés, Yakshemash. Au programme aujourd'hui, la magie du duo Stanley-Jack Kirby dans un album dense avec 4 épisodes one-shot, le penseur fou en guest star et une histoire rendant un vibrant hommage à la mission Apollo 11. Générique. Poursuivons notre exploration nostalgique des productions lugiennes avec le 14e album des Fantastiques appelé Destination Lune, datant du 4e trimestre 1977. Alors comment dire, l'album porte mal son nom, car sur les 4 épisodes diffusés, il n'y a véritablement qu'un seul épisode qui parle des péripéties sur la Lune, dont la couverture illustre magnifiquement l'intrigue. Voyez ces belles couleurs très 70s, avec les Fantastiques stylés, prêts à se maroufler avec une sentinelle cri. Cet album est la compilation, ou plutôt devrais-je dire la compile, on dit une compile, ça fait jeune, des Fantastic Four 96 à 99, datant tous de l'année 70, et il respire le style des 70s avec ses dessins de Jack Kirby et les scénarios toujours aussi audacieux de Stan Lee. Mais entrons dans le vif du sujet avec exaltation et abnégation. Le premier épisode s'intitule Le Penseur Fou et ses androïdes de mort. Tiré du Fantastic Four 96 de mars 1970, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il est écrit par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby, car je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, mais peut-être que vous serez ravis d'apprendre qu'il est ancré par Frank Giacoia. Non. C'est le grand retour du penseur fou qui, une fois de plus, essaye de prendre le contrôle du Baxter Building. Cette fois-ci, il a créé des doublons androïdes des 4 Fantastiques qui sont envoyés pour attaquer et capturer les autres membres du groupe. Alors que Ben est assommé au Baxter Building lui-même, Johnny et Sue sont maîtrisés et remplacés par leurs homologues androïdes. Mais lorsque Reed est attaqué par sa version androïde, il parvient à le vaincre et à se faire passer pour lui permettant de retourner dans le Baxter Building et de libérer Ben. Les deux héros détruisent ensuite les androïdes du penseur et le capturent. Comme souvent à cette époque, l'entame est remarquable. L'aisance avec laquelle le penseur fou manque d'anéantir le groupe est d'ailleurs assez surprenant. Mais, comme dans toute bonne histoire des Fantastiques, à la sauce Stan Lee, vient ensuite la séquence musclée doublée de l'idée ingénieuse de Richard, qui va faire la différence et permettre au groupe de s'en sortir brillamment. Et comme toujours, l'aventure se termine de manière plus ou moins hasardeuse. Je sais pas moi, mais dans ce genre d'histoire, je suis sûr qu'il y avait des tas de possibilités pour finir en beauté. Du genre? Je sais pas moi, il y a des tas d'exemples. Mais encore? Bon, là j'en ai pas, mais je suis sûr qu'il y en a des tas. Nonobstant, nous ne pourrons que lâcher un tendre sourire nostalgique, car on les aime, ces vieillottes histoires. Tiré du Fantastique 97 d'avril 1978, la seconde histoire, du monstre du lagon perdu, verse autant dans le fun qu'une soirée photocopieuse. Elle nous montre un récit de vacances des Fantastiques aux prises avec un être amphibie assez mystérieux. Passant des vacances en Floride, Reed en profite pour chercher le lagon perdu, et au cours de leur enquête, avec Ben et Johnny, ils aperçoivent un grand bonhomme poisson, moche comme une verrue, nageant dans l'eau. Nous y voyons aussi les états d'âme... Je disais donc que nous y voyons Johnny ruminer sur la disparition de sa petite amie Crystal. Et oui, car le petit blondinet est bouleversé par le départ de sa chérie, vous savez, l'élémentaliste membre de la famille royale des Inhumains, avec qui il sort depuis le Fantastic Four 64. Elle a été forcée de retourner à Attilan, dans le Fantastic Four 95, et le lecteur la reverra ensuite dans le Fantastic Four 99. Ah, c'est précis, man, hein. Mais je pense que tout le monde s'en fout. Ah d'accord. De péripétie en péripétie, les Fantastiques vont rencontrer l'homme amphibie et la caverne où il se cache. Un combat éclate brièvement, mais Reed l'interrompt lorsqu'il remarque que la créature ne représente aucune menace pour eux. Ils se sont quelque peu mépris à son sujet. Ah! Il découvre bientôt que la créature essaye seulement de réparer son vaisseau pour retourner dans les étoiles. Un peu comme Alf, sauf qu'elle ne squatte pas le salon d'une famille américaine en voulant bouffer des chats. Et là, jeunes et faibles curieux, apportons quelques informations en commençant par dire que la race des extraterrestres vue dans cette histoire sera plus tard identifiée comme un con, ou Kwon, je sais pas comment ça se dit, dans le manuel officiel de l'univers Marvel numéro 8. Cette créature sera même nommée Mophus, et son compagnon est identifié comme Bisque dans le manuel officiel de l'univers Marvel A à Z numéro 9. Dans ce récit, Mophus est brièvement confondu avec le Triton des Inhumains. Pour en finir avec ces apports de connaissances dont je vous fais cadeau par simple générosité, il semble très probable que l'inspiration de cette histoire vienne du film de science-fiction de 1954, La créature du lagon noir. Qui en sait les choses? Oh, ce n'est qu'une simple conjugaison d'une érudition titanesque et d'un instinct stupéfiant dont je m'éblouis toujours moi-même. Et modeste avec ça. Ce film, peut-être que certains d'entre vous, vous l'aviez vu dans la dernière séance avec Eddie Mitchell, un film qui avait été une tentative à l'époque de visionnage en 3D sur nos écrans, à condition d'avoir la télé en couleur, puisque des lunettes 3D avaient été vendues dans la semaine précédente dans Télé 7 jours. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Waouh, minute, Uncle Bob, que c'est impossible que ce que tu dis avec ta bouche. Et pourtant si, regardez ce document d'époque. Mais parlons à présent de l'histoire qui a donné son nom à l'album. Destination Lune, tiré du Fantastic Four 98 de mai 1970, subtilement intitulé Mystery on the Moon. Nous sommes en juillet 1969 et les États-Unis sont sur le point d'envoyer la première mission habitée sur la Lune. La sentinelle crie Sentry
Century 459 a estimé que la mission sur la Lune devait se terminer par un échec et elle fait tout son possible pour que ça se passe. Apprenant cette intrigue, Reed emmène Ben et Johnny pour combattre la sentinelle Kree Sentry, robot qui n'est plus du dernier Kree d'ailleurs. Après une bataille contre la montre, ils parviennent à vaincre la sentinelle et tout se termine au moment où l'engin spatial Apollo atterrit et où Neil Armstrong prononce ces mots historiques. C'est un petit pas pour un homme, c'est un pas de géant pour l'humanité. Le récit est donc censé se passer pendant les jours précédant le premier atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune, qui a eu lieu, comme nous le savons et pas seulement de Marseille, en juillet 1969. Il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, dans les éditions récentes du manuel officiel de l'univers Marvel, on nous dit qu'il s'agissait d'une mission habitée sur la Lune et non pas du premier alunissage. Je me demande si ce n'est pas du révisionnisme. Non. Mystère sur la Lune s'avère être un récit ambitieux. On nous parle à nouveau d'une sentinelle Kree qui veut empêcher l'homme d'essaimer dans l'espace au moment même où la mission Apollo 11 prépare son alunissage historique. Alors déjà, pour ce qui concerne le robot des Kree, Century 9168, il ne doit pas être confondu avec Century 459 vu pour la dernière fois dans le Fantastic Four 64. Au moment de cette histoire, la sentinelle 459 était inerte et en possession de la NASA, comme on le voit dans le Marvel Super Heroes 13, et ne sera pas réactivée avant le Captain Marvel 47. Y a de quoi s'y perdre. Il est amusant de constater que pendant qu'Armstrong et Aldrin s'apprêtaient à devenir les premiers humains à fouler le sol lunaire, les 4 fantastiques naviguaient dans l'espace, finger in the nose. Le petit point négatif du récit reste le verbiage de la sentinelle, qui se croit obligée de détailler oralement la moindre de ses actions. Mais voyez plutôt. Je dois commencer à activer le fusil bêta, car seule cette arme est capable de faire surgir l'île sous-marine où se cache le stimulateur. C'est ainsi que commence ma mission. On voit bien ce que tu fais, man. Pas besoin de nous le décrire, c'est cliniquement con de faire ça. Va te faire foutre. Non mais vous imaginez si dans la vie on commentait le moindre de nos actes? Je vais me faire du thon. Et quand je me fais du thon, je n'y suis pour personne. Tiens, on a sonné à la porte. Ce doit être mon ami Jérémy qui vient me rendre une visite. Pour le reste, le récit est bon et rythmé avec des combats désespérés et un beau final qui reste un bel hommage aux astronautes américains. C'est le meilleur épisode de l'album avec Reed Richards parano, scrutant chaque signal étrange à la recherche de ce qui pourrait compromettre la sécurité des terriens et comme à son habitude, il va mettre son génie au service d'une noble cause patriotique. Jane, ou plus exactement Suzanne, reste la gentille épouse timorée qui nous gratifie de quelques phrases montrant sa faible condition de femme craintive avec un J'ai la chair de poule, je me sens comme envahi par un funeste pressentiment. ou encore le Red Cherry, qu'est-ce que tu veux pour dîner? Putain, mais c'était quoi ça? je crois qu'il y a eu une explosion de féministes. Alors c'est vrai que le récit est un récit d'hommes, de virils, de poilus qui ont un service 3 pièces. Ben et Johnny sauveront d'ailleurs la partie face à la sentinelle, chacun en usant de ses pouvoirs avec efficacité. Ça se colle des patates de forain et c'est plaisant à regarder. Et justement, parlons de ses pouvoirs. Dans ce récit, on constatera qu'ils ont une portée supérieure à ce qu'on pouvait lire précédemment. À commencer par la force brute de la chose, qui lui permet carrément d'arracher un pan de montagne ou de faire des bonds à la Hulk. Terminons avec la 4ème partie appelée La Torche se fâche, tirée du Fantastic Four 99 datant de juin 1970. Oui, Johnny nous fait un coup de calgon. Les lave-linge durent plus longtemps avec Calgon. Johnny s'envole vers la cité cachée des Inhumains en croyant que Crystal est retenu contre sa volonté. Reed, Sue et Ben le poursuivent, mais ils sont retenus lorsque leur secoupe volante est abattue par une pluie de météores. On va de rebondissement en rebondissement avec un Johnny capturé par le Yeti et amené devant la famille royale inhumaine. Smoke weed every day. Non, je n'ai pas fumé, c'est bien ce qui se passe dans l'histoire. Et là, le blondinet croit que Crystal subit un lavage de cerveau quand elle rejoint le combat que Johnny a déclenché face aux Inhumains. La diplomatie, ce n'est point son fort. L'intervention de Reed met un terme à la baston et on apprend que Crystal a été rappelé dans la cité cachée afin de garder Flèche Noire en vie depuis qu'il a été irradié par je ne sais quelle expérience chelou en attendant qu'un remède soit développé. Après l'explication, Johnny s'excuse auprès de Crystal qui doit encore rester dans la cité cachée jusqu'à ce que Flèche Noire soit complètement guérie. Le titre de ce dernier épisode promettait beaucoup mais il s'effondre comme un soufflet. En s'en prenant aux Inhumains, Johnny menace la famille royale, ce qui est là encore cliniquement con. C'est clair que le blondinet doit apprendre à gérer sa colère parce qu'il fait n'importe quoi. Sa réaction est tellement stupide qu'il aurait sa place au gouvernement. Mais fort heureusement, tout s'achève en une querelle d'amoureux bien morne. Je te trouve virulent, man. Pas du tout, j'ai un don naturel pour l'élégance et la simplicité qui m'interdisent d'utiliser un vocabulaire usité quotidiennement par la plèbe. Quoi? Alors que retenir au final de tout cela? C'est un album plein de nostalgie et de maladresse, aux traductions vieillottes, mais c'est ce qui fait son charme. Nous propose
proposant quelques moments palpitants de bravoure et des pleines pages mettant la puissance du trait de Kirby. À l'exception de la tour Eiffel, hein. Oui, à l'exception de la Tour Eiffel. Cet album est quand même loin de sentir le vieux chien mouillé, il est même plutôt plaisant. C'est vraiment une plongée dans les histoires des fantastiques de la fin des années 60, comportant une inventivité folle, du sentimentalisme bien évidemment, un certain verbiage agaçant dans les soliloques improbables qui donnerait une migraine à un chihuahua, et des résolutions heureuses, en un mot, une bonne représentation des récits de l'époque du duo Magic, Stan Lee, Jack Kirby. À bientôt les geeks! Non, appelle remplacé. Appelle remplacé. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.